Les rives du lac Léman. Quel meilleur endroit pour débuter cette enquête sur les paradis fiscaux? Nous sommes dans le refuge historique des grandes fortunes de ce monde, la Suisse. Un havre de paix fiscale recensé dans la Bible de ceux qui ne veulent pas payer d'impôts. Pour cette 8e édition, près de 60 pays sont dénombrés. Son auteur nous reçoit dans le palace qui lui sert de bureau. Édouard Chambost a quitté la France il y a 20 ans, lassé, dit-il, d'être lourdement imposé. Aujourd'hui, cet avocat conseille tous ceux qu'il appelle pudiquement les voyageurs fiscaux, de riches clients qui aiment la discrétion. 60 à 70% de mes clients sont français. En révéler l'identité, sûrement pas. C'est totalement exclu, si vous voulez. Je n'ai même pas le droit de vous répondre sur le fait qu'une personne est ou non mon client, si vous voulez. Les grandes fortunes aiment le secret. Mais au fil des ans, certaines stars ont révélé leur présence en Suisse. Paloma Picasso pour l'art, pour le cinéma, Isabelle Adjani, Alain Delon, Marie Laforêt. Aznavour, Alési, Prost, Jalabert, Virenque, la liste est longue. Mais pourquoi choisir la Suisse? L'explication tient en quelques phrases. En France, vous êtes obligé de déclarer l'intégralité de ce que vous avez. Ici, on ne vous demande pas de déclarer quoi que ce soit. Donc, par conséquent, ça fait une sacrée différence. Vous payez 25 000 € et basta. Et basta, terminé. Vous pouvez avoir 100 millions de dollars derrière vous, 1 milliard de dollars, ça ne change rien. On appelle ça le forfait fiscal. Pour en bénéficier, il faut au moins être millionnaire, vivre à Lausanne et surtout, ne pas y travailler. Il y a un vieux proverbe allemand qui dit « l'argent n'est heureux que quand il est en Suisse ». Donc si j'ai 100 millions d'euros, il faut venir ici. Ils seront mieux ici qu'en France. Abriter l'argent des riches héritiers, des stars ou des sportifs. C'est l'activité la plus connue des paradis fiscaux. Mais ce n'est qu'une toute petite partie des sommes phénoménales qui y transitent. Car aujourd'hui, les paradis fiscaux sont au cœur du système financier mondial. Selon les ONG, ils géreraient 10 000 milliards de dollars. Monaco, le Liechtenstein, Gibraltar, mais aussi les îles Caïmans, les Bermudes. En quelques années, leur nombre a explosé. Aujourd'hui, selon les estimations, il y en aurait près d'une 60aine. Des images de rêve, une mer bleu turquoise, le paradis des vacanciers, mais aussi des fonds spéculatifs. Les 2/3 d'entre eux sont installés sous les cocotiers. Les paradis fiscaux, c'est aussi 50% des flux financiers mondiaux. La moitié des échanges bancaires et commerciaux s'effectuent dans ces petits territoires. D'énormes sommes d'argent non réglementées, non imposables. Au siège parisien de l'OCDE, on connaît bien l'activité de ces territoires. Dans les couloirs de l'organisation internationale, on les appelle pudiquement des centres financiers offshore. Pascal Saint-Amand a enquêté sur leur fonctionnement. Pour lui, c'est un détournement légal de l'argent du contribuable. Ils vont placer ces fonds dans des zones où ils savent qu'il n'y aura pas d'échange de renseignements avec la France. Et donc, ils ne vont pas déclarer les revenus en France, ils ne vont pas payer d'impôts sur le revenu en France sur ces revenus-là. Et par conséquent, ce sont les autres qui vont devoir compenser. Et donc, on ne peut pas baisser les impôts ou on ne peut pas faire de dépenses publiques parce qu'on ne perçoit pas ces montants qui sont de l'impôt qui est dû en France ou en Allemagne ou aux États-Unis ou dans tous les autres pays. Et c'est là la question de combien ça coûte. Ça coûte des milliards. On est en train de calculer le chiffre précis de la fraude fiscale internationale. Mais la fraude fiscale pour les pays en voie de développement, ben, c'est vital. C'est des infrastructures qui ne se font pas. Pour les pays développés, c'est on ne peut pas baisser les impôts et on fait supporter la charge fiscale à ceux qui ne peuvent pas frauder, n'ont pas la chance de pouvoir frauder. Des pratiques largement répandues, largement acceptées depuis des dizaines d'années. Mais en pleine crise financière, ça ne passe plus. Les caisses sont vides. Et les regards se tournent vers ces milliards d'euros envolés dans les paradis fiscaux. Assemblée nationale en octobre dernier.
Alors que les bourses s'effondrent, à la tribune, le Premier ministre s'insurge contre ces territoires. Des trous noirs que j'évoquais la semaine dernière, comme les centres offshore, ne doivent plus exister. Et leur disparition doit préluder à une refondation du système financier international. Ça tombe bien. Quelques jours plus tard, réunion de l'OCDE sur les paradis fiscaux, à Bercy. Les journalistes sont venus en nombre. On attend des mesures concrètes. La rencontre est prévue de longue date, mais l'actualité lui donne une nouvelle dimension. Autour de la table, la plupart des grandes puissances économiques. Prudemment, le Luxembourg et la Suisse sont absents. La peur de se retrouver sur le banc des accusés. Car ce jour-là, le ton monte, en particulier celui des Allemands. Chaque année, ils perdraient 10 milliards d'euros dans les paradis fiscaux. Le fait qu'il y ait aujourd'hui des pays absents à Paris, ça montre bien le problème. Ce n'est pas Singapour, ce n'est pas Hong Kong. Ceux qui ne sont pas là, c'est le Luxembourg, la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche. La crédibilité de l'Europe est en jeu. Les coupables sont désignés. Mais pas un mot de la France sur un sujet délicat. Et la publication tous les trimestres de 100 noms. Au même moment, l'État vient de débloquer 10 milliards et demi d'euros. Une aide attribuée à 6 grands groupes bancaires français. Pourtant, tous sont présents dans ces trous noirs de la finance mondiale. Toutes les grandes banques françaises sont présentes aujourd'hui dans les paradis fiscaux, dans les grands centres financiers offshore, comme elles les appellent. D'ailleurs, il suffit d'aller sur leur site internet, de regarder leur bilan annuel. Et là, on voit par exemple Îles Caïmans, Luxembourg, Irlande, des paradis fiscaux. Nous allons également sur le site de cette autre grande banque. Et là, on voit à nouveau les implantations au niveau du monde. Il y a Monaco en Europe, le Luxembourg, Jersey, Guernesey. À Monaco, une équipe spécialisée en financement de jets privés, de yachts ou de biens immobiliers. La Société Générale a même un petit film qui vante sa présence sur des places offshore. À Singapour, au Luxembourg et à Genève, SG Private Banking bénéficie d'équipes spécialisées en ingénierie patrimoniale et en constitution de trust. L'État doit-il accepter que ces banques continuent de travailler dans les paradis fiscaux? Nous posons la question au ministre du Budget, Éric Woerth. On peut imaginer d'aider des banques françaises qui ont des filiales offshore et qui peuvent éventuellement... Non, on ne peut pas imaginer d'aider des banques françaises qui travailleraient dans ou avec des paradis fiscaux. Donc les banques françaises, les banques françaises devront bien évidemment faire la clarté là-dessus. C'est logique dans un donnant-donnant sur le plan public. Le ministre l'affirme. L'État ne doit pas aider les banques qui travaillent dans les paradis fiscaux. Autant dire alors qu'il ne devrait en aider aucune. Pourquoi les banques françaises sont-elles présentes dans ces centres offshore? Sont-elles prêtes à renoncer à ces activités? Nous les appelons pour une interview sur ces questions. Bienvenue au sein du groupe Société Générale. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la Société Générale, on va pas suivre, mais je vous laisse continuer et je vous souhaite bon courage là-dessus. Vous avez fait un mail il y a je sais plus quand parce que vous aviez une deadline pour vous dire que c'était non et qu'on vous confirmait que c'était non. J'ai toujours pas de réponse, c'est pour ça que je vous ai pas encore rappelé. Plus surprenant, certaines banques affirment même ne pas être sur les places offshore. Le groupe Banque Populaire, par exemple. Pour vous, le groupe Banque Populaire n'est pas présent dans des paradis fiscaux? Non. Je vous remercie beaucoup. Oui. Au revoir. Moi juste, vous passez pas en off dans votre émission, ça. Ça, c'est évident que ça sera dit dans le reportage. Ah oui, Banque Populaire, je parle. Ah, parce que vous parlez de quoi, sinon? Parce que vous pensez que notre groupe, il y a quoi dans notre groupe? Vous avez des banques d'investissement, enfin... Oui, mais moi je parle stricto Banque Populaire. Cette responsable de la communication omet les activités offshore de Natixis, la banque d'investissement du groupe. Elle oublie aussi la filiale de la Banque Populaire à Vanuatu, une petite île connue pour une absence totale d'impôts, de taxes et de réglementation. Après des semaines d'attente, aucune banque française n'a finalement accepté de nous rencontrer.
Pour en savoir plus, il faut donc nous rendre dans un grand cabinet d'expertise comptable et rencontrer son président, René Ricol. Il vient juste d'être nommé par Nicolas Sarkozy médiateur entre les banques et l'État. Structure ad hoc aux îles Caïmans, au Luxembourg. Nous espérons comprendre pourquoi les banques françaises ont des activités offshore. Souvent pour des raisons fiscales, parce que la fiscalité est moins forte et que si vous faites un bénéfice, vous serez moins taxé. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que vous avez aujourd'hui des acteurs qui se sont installés à temps plein dans ces places. Des gens qui ont beaucoup d'argent et aujourd'hui qui sont des acheteurs ou des vendeurs de produits pour les banques. Ils sont installés dans les places offshore. C'est devenu leur siège social, si je puis dire. En clair, l'argent des gros investisseurs se trouve dans les paradis fiscaux. Les banques doivent donc y être. Mais ce n'est pas la seule raison. Ces territoires sont surtout des zones non contrôlées. La régulation de la place offshore est beaucoup moins forte. Donc c'est vrai que la plupart des banques, elles ont des filiales qui sont banques elles-mêmes. Et ces banques, elles sont sur des places offshore parce qu'elles ont moins de structures de contrôle qu'elles n'en ont sur les places nationales où elles sont. On se donne beaucoup d'efforts, notamment en Europe, pour que toutes nos banques aient exactement la même régulation, qu'elles apportent la même sécurité aux déposants et aux clients. Et puis vous avez une partie du monde qui fonctionne avec leurs propres règles. Eh bien ça ne peut pas durer. En attendant, dans ces paradis fiscaux, les banques françaises échappent aux réglementations. Comment être sûr alors qu'elles n'y prennent pas de risques inconsidérés ? Pour répondre à cette question, nous retournons à la commission bancaire. Ici, habituellement, les caméras n'entrent pas. Mais en période de crise, il faut rassurer, montrer que tout est sous contrôle. Nous retrouvons la secrétaire générale de la commission. Ces services sont les seuls à avoir accès aux comptes des banques françaises. Ils sont censés connaître toutes leurs activités, leurs prises de risques, y compris dans les places offshore. Est-ce que vous allez au Liechtenstein? Est-ce que vous allez à Singapour? Est-ce que vous allez à Hong Kong? On va dans plusieurs des pays que vous avez mentionnés et je préférerais ne pas donner de nom individuel. Parce que ça ne me paraît pas apporter davantage d'informations et de transparence. Vous voulez pas pointer du doigt les zones où vous n'allez pas? Tout à fait. Donc il y a des zones où vous n'allez pas et où les banques françaises travaillent. Le travail de la commission bancaire, le travail des autorités françaises n'est pas supranational et extraterritorial. Pour aller dans certaines zones, dans d'autres pays, nous avons besoin d'avoir des accords. Si le législateur français veut interdire aux banques françaises d'opérer dans des centres offshore, il le peut. Ça n'est pas mon travail à moi. À défaut de se rendre dans tous ces paradis fiscaux, le contrôle se fait donc à Paris. C'est le service de lutte contre le blanchiment qui vérifie les activités offshore des banques. Et c'est à ces mêmes banques de présenter les documents prouvant qu'elles respectent les règles. La bonne façon de les contrôler, c'est encore une fois, c'est pas d'envoyer des gens dans toutes les îles des Caraïbes, du Pacifique. Ça, c'est de s'assurer que l'information remonte à Paris. Vous n'avez pas l'activité en détail. Vous leur faites confiance finalement. Il faut voir, on leur fait confiance, mais il y a un vieil adage de la Banque de France, qui dit la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire que de temps à autre, nous allons quand même vérifier, mais pas tout le temps. Est-ce qu'on ne peut pas vous présenter des documents qui sont faux, qui sont bidonnés finalement, puisque vous avez... Enfin, sincèrement, ça serait quand même très très grave. Hein, que, à la limite, il peut nous arriver, je ne vais pas dire que nous sommes omniscients. Hein. Personne n'est omniscient, donc on peut passer à côté du bon dossier. Des banques qui cachent leurs pertes dans des paradis fiscaux, ce ne serait jamais arrivé en France. Mais c'est possible. La preuve, en Grande-Bretagne. Au printemps 2007, un scandale financier défraye la chronique. La Northern Rock, la 8e banque d'Angleterre, est au bord de la faillite. C'est la panique. Les petits épargnants tentent de vider leurs comptes en catastrophe et les files d'attente s'allongent. Je suis très nerveux, je veux vraiment récupérer mon argent. J'attendrai tant qu'il le faut. Je sais que la Banque d'Angleterre a dit que notre argent est en sécurité, mais ce n'est pas pareil quand c'est votre argent.
Les autorités britanniques n'ont rien vu venir. Et pour cause. La Northern Rock a caché une partie de ses pertes à Jersey, un paradis fiscal, sous le nom d'une association caritative. Ses dirigeants ont pris des risques inconsidérés. Pour éviter la faillite, le gouvernement britannique doit nationaliser la banque. L'affaire Northern Rock, une affaire emblématique en Grande-Bretagne. Une affaire bien connue d'un ancien conseiller économique du gouvernement de Jersey. Aujourd'hui retiré des affaires, nous le retrouvons dans la banlieue de Londres. John Christensen a travaillé plusieurs années pour le centre offshore de Jersey. Aujourd'hui, il se bat contre ces paradis fiscaux, source d'opacité et de secrets. Nous avons un monde de la finance globalisée qui est secret, qui est compliqué, qui est très compliqué à réguler, où la régulation est fragmentée entre différentes autorités et personne ne comprend plus ce qui se passe, où que ce soit. Pour John Christensen, les paradis fiscaux sont dangereux. Ils encouragent les opérations à risque. Je sais, pour avoir travaillé à Jersey, que les banques françaises utilisaient le offshore de façon très extensive. La question que je me posais toujours, c'était est-ce que les autorités françaises ont une vision claire de ce qu'il se passe là-bas? Est-ce que les Français se rendent compte que le contrôle des banques n'est valable que s'il n'y a aucun maillon faible dans la chaîne? Si vous opérez dans une zone offshore, comme Jersey où la régulation est faible, alors vous prenez plus de risques. L'île de Jersey serait donc l'une de ces zones d'ombre où le contrôle des banques ne peut pas se faire correctement. À moins d'1 heure d'avion des côtes britanniques, nous partons pour la petite île normande. Autrefois refuge des pirates, aujourd'hui centre financier offshore. Nous voilà à Jersey, un havre fiscal. L'un des territoires les plus riches au monde par habitant. Ici, une cinquantaine de banques et des milliers de structures financières. Malgré la réputation sulfureuse de l'île, les autorités aiment afficher une image rassurante. L'organisme officiel censé contrôler ce qui se passe sur le territoire accepte ainsi de nous ouvrir ses portes. Dans un français parfait, son directeur, John Harris, nous fait visiter le cœur de la place offshore. Nous tentons de savoir comment s'opèrent les contrôles, et notamment ceux des banques. Les gens ici se concentrent uniquement sur la surveillance des banques, des sociétés de trust, ou là-bas les activités de fonds collectifs, placements, etc. Il y a combien de personnes qui travaillent au contrôle à peu près? Une soixantaine. Pour John Harris, la surveillance des banques est infaillible. Nous sommes très intéressés par la stabilité de la banque, par les services, par le contrôle les défenses contre le blanchiment de l'argent, le type d'investissement que la banque est en train de gérer, la condition financière de la banque, le bilan. Une démonstration qui ne convainc pas ce spécialiste des paradis fiscaux. Christian Chavagneux a longuement enquêté sur l'activité des centres offshore. Pour lui, Jersey n'est pas suffisamment contrôlé. Mais comme c'est un sujet qu'on... De nombreux paradis fiscaux disposent de règles extrêmement fortes. Le problème, c'est que ce sont des règles de papier, généralement. Elles ne sont pas beaucoup respectées et on laisse l'opacité, qui est quand même le cœur du business des paradis fiscaux. C'est bien parce qu'ils proposent de l'opacité que soit les personnes aisées, soit les multinationales les utilisent. Et cette opacité attire d'énormes capitaux. Le centre financier de Jersey gère près de 1200 milliards d'euros, 3 fois le budget de la France. Mais les habitants de l'île, eux, n'en retirent pas toujours les bénéfices. Geoffroy est un élu de Jersey. Il défend la classe moyenne et populaire. Il est en colère. Les sociétés, les non-résidents ne payent pas d'impôts, mais les habitants, eux, sont soumis aux taxes. Le gouvernement de Jersey vient juste d'augmenter les taxes. Ils ont introduit la TVA
à seulement 3%, mais ça a poussé les prix vers le haut. Et ça a augmenté le prix des aliments et de l'essence. Alors forcément, ça rend la vie des gens difficile. Pour ceux qui ne travaillent pas dans la finance, difficile de s'en sortir. Les prix de l'immobilier s'envolent. 600 000 € pour un 3 pièces. Pour ces natifs de Jersey, tout est devenu inabordable. Il n'y a plus rien pour nous, plus rien. Nous devons partir vivre en Angleterre pour essayer de trouver un endroit où habiter. Vous ne pouvez plus vivre à Jersey maintenant? À Jersey, tout va mal. C'est un bel endroit, je ne dis pas le contraire. Un très joli endroit où vivre, si ce n'était pas aussi cher. C'est tout pour la finance, tout pour la finance. Pas pour les ouvriers comme nous, juste pour les financiers. Et c'est de pire en pire. Au fil des rues de la capitale, nous retrouvons deux grands établissements français. La Société Générale et la BNP. Leurs bâtiments ont pignon sur rue. La BNP s'étend même sur 2 sites. Elle emploierait près de 400 personnes. Nous tentons de rencontrer son responsable. Voilà, j'aurais souhaité rencontrer quelqu'un de chez vous sur ce sujet. D'accord. En ce moment, il est assez busy. En plus, il part en vacances. Donc, je sais pas. Éventuellement, ce que je peux faire, c'est prendre vos coordonnées. Aucun responsable local de la BNP n'a souhaité nous répondre. La BNP ne veut pas nous recevoir. C'est donc nous qui allons à elle, à Paris. Nous profitons d'une conférence de presse du groupe. Ce jour-là, le directeur général annonce les résultats de la banque. Je n'ai pas besoin de vous dire que le 3e trimestre 2008 est un trimestre sans précédent et très particulier pour l'industrie bancaire. Après les petits fours et les discours, place aux questions qui fâchent. Nous interrogeons le directeur général de la BNP sur les activités offshore du groupe. Pourquoi être à Jersey? Pourquoi être aux îles Caïmans? Parce que ça paraît, en termes d'optimisation de montage, à la fois utile... Optimisation de montage, c'est-à-dire? Optimisation de montage, c'est... Échapper à l'impôt? Non, ça veut dire optimiser les choses. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, si vous avez une grande entreprise peut avoir intérêt à localiser ses opérations au niveau mondial comme elle l'entend. Pourquoi? Pour échapper à l'impôt, entre autres. Enfin, c'est ce que dit le président Sarkozy. Oui, le président Sarkozy, optimiser l'impôt, mais pas échapper à l'impôt. Oui. Ah bon? Non, je demande. Non, je sais pas, ça a l'air d'être le combat de... Selon la BNP, optimiser l'impôt, ce n'est donc pas échapper au fisc. Premier ministre, vous êtes qui, pardonnez-moi? Moi, je suis directeur de la communication. C'est vraiment... Reste la question éthique. Et c'est le directeur de la communication qui va s'y coller. Est-ce que ce serait pas mieux pour des questions de moralité et de non-suspicion, parce que là, je suis finalement un peu suspicieux, de tout arrêter? Écoutez, par exemple, arrêter complètement le financement d'avions et voir le financement des grandes compagnies aériennes passer dans d'autres banques, c'est pas forcément une bonne chose pour l'économie française. Et pour c'est une obligation d'être présent là-bas? Pour certaines transactions et dans l'intérêt du contribuable français, puisqu'à la fin, le contribuable français récupère bien les impôts sur les crédits que nous gagnons quand nous faisons des crédits aux compagnies aériennes. Vous voulez dire aussi que si nous y sommes pas, d'autres, des banques étrangères y seront et que en fait tout le monde devrait se mettre d'accord? Pour des choses qui ne sont pas du tout du blanchiment, pas du tout de l'évasion fiscale de personnes physiques, mais simplement des montages optimisés de sociétés. Comment arrêter un système dans lequel tous les acteurs de l'économie mondiale trouvent un intérêt? Rien que pour la France, 50 milliards d'euros s'évaderaient tous les ans dans les paradis fiscaux, soit la moitié du budget de l'enseignement et de la recherche. Prenez le Nutella par exemple. La recherche qualitative a montré qu'il existe 2 types de consommateurs de Nutella. Ceux qui mettent le pot au frigo et ceux qui le conservent à température ambiante. Mais les uns comme les autres maudissent le pot, parce qu'ils n'arrivent pas à le vider, vous savez, à cause de sa forme inhabituelle. Il faut écouter toutes les histoires que les gens racontent autour de ce pot. Comment ils utilisent par exemple les doigts pour aller chercher les derniers restes de chocolat. C'est là qu'on se rend compte que cet aspect constitue un lien fondamental entre la marque et ses utilisateurs.
Il est donc très important de créer des liens et de générer des émotions propres à la marque. Christian Schaier s'intéresse lui aussi aux liens entre les marques et le consommateur. Ancien chercheur universitaire, ce neuroscientifique est aujourd'hui consultant pour des grandes entreprises qui veulent tirer profit des dernières découvertes en neurosciences. Christian Schaier compare les émotions à un pilote automatique qui dirigerait nos décisions. Même s'il arrive à la raison de prendre le volant de temps en temps, un pilote qui réfléchit ne garantit pas les meilleures décisions, bien au contraire. Nous pensons tous que la réflexion est une condition de base pour prendre les bonnes décisions. Mais cette supposition est fausse. La science, et plus particulièrement la neuroéconomie, l'a démontré. Elle est fausse parce que notre mémoire de travail est extrêmement limitée. En gros, elle est capable de prendre en compte plus ou moins 4 paramètres. Mais imaginez que vous voulez acheter une voiture. Il y a 20, 30, 40 paramètres à prendre en compte. Vous allez vous demander à quel prix vous allez pouvoir la revendre, ce que vont dire les voisins, etc. Notre cerveau n'est pas équipé pour analyser en permanence des situations complexes. À l'heure de décider d'un achat, nous sommes généralement incapables de mesurer et juger les innombrables données techniques. Mais comment choisissons-nous alors si notre cerveau n'est pas capable de saisir la performance objective d'un produit? Quelles sont les capacités d'une machine à laver de la marque Miele? La solidité, la performance? Les études nous montrent qu'il existe d'autres machines aussi performantes et moitié moins chères. Qu'est-ce qui nous permet d'évaluer ces capacités? Est-ce que nous sommes vraiment capables de juger si une Miele tient plus longtemps? C'est compliqué. Du coup, nous nous rabattons sur les caractéristiques que l'objet reflète. Ça veut dire qu'à partir d'une impression visible, nous concluons à une qualité cachée. En essayant de soulever une machine Miele, vous constatez qu'elle est incroyablement lourde, plus lourde que d'autres. De son poids, vous allez déduire sa qualité et sa solidité. En voyant que la machine de la marque Miele est en émail, contrairement aux autres marques, vous allez éventuellement vous faire une idée de sa qualité à partir de cette enveloppe. Nous sommes constamment en train de faire ce type de déduction à partir de nos impressions parce que nous ne pouvons pas vraiment juger de la performance réelle du produit. Que se passe-t-il à ce moment-là dans notre cerveau? Que provoquent les marques au plus profond de nous? Se pourrait-il qu'une marque forte soit capable de court-circuiter notre raison? Peter Kenning enseigne à l'université privée Zeppelin sur le lac de Constance. Cet économiste a décidé d'emprunter de nouveaux chemins en travaillant avec des neuroscientifiques. Lui aussi se sert de l'IRM pour observer le comportement du consommateur au moment de l'achat. Les résultats de ces expériences renouvellent complètement l'idée que nous nous faisions de ces sentiments soi-disant irrationnels qui guident nos décisions. C'est comme si la marque appuyait sur un bouton qui nous ferait passer de la position raison à la position émotion. Mais il ne faut surtout pas allier raison et raisonnable et émotion et déraisonnable. En fait, les émotions peuvent être très raisonnables parce qu'elles nous facilitent énormément la prise de décision dans un supermarché rempli de 100 000 articles. Il est donc faux de dire, comme on l'entend souvent, qu'au moment de l'achat, on est moins raisonnable. On constate plutôt une baisse d'activité dans certaines zones du cerveau. Il peut être tout à fait raisonnable d'activer un processus de décision un peu différent quand on est confronté à un degré de complexité élevé. Le monde complexe de la marchandise est dominé par les marques. Mais seule une poignée d'entre elles atteignent le statut d'icône. Ces marques-là parviennent à réveiller en nous des images, des besoins, des désirs. Mais dans un univers globalisé, le défi consiste à trouver les images qui transcendent les cultures. Une marque n'a pas pour vocation de fonctionner uniquement en Europe, mais aussi en Asie, en Amérique, dans le monde entier. Les interactions entre le cadre culturel et les mécanismes de décision sont encore mal connus. Pourquoi le comportement d'un Japonais est-il par exemple si différent de celui d'un Allemand? Nous savons aujourd'hui que la culture rétroagit sur le cerveau, le modifie. Il y a une interaction entre les deux.
En Europe, nous regardons avant tout le sujet, alors qu'en Asie, les gens sont plus attentifs à l'arrière-plan, c'est-à-dire au cadre. Ce sont des questions absolument cruciales. De quelle façon la culture s'implante-t-elle dans nos têtes? Quelle est l'interaction entre neurologie et culture? Il y a encore énormément d'enseignements à tirer de ces questions pour la pratique du marketing. On a longtemps cru qu'un cerveau fonctionnait partout de la même manière. D'un point de vue anatomique, il n'existe aucune différence entre un cerveau américain, asiatique ou européen. Mais qu'il existe entre nos cerveaux des différences culturelles qui se sont constituées au fil des siècles, voilà une découverte entièrement nouvelle. Il a fallu attendre l'étude de la boîte noire pour mettre à jour ces différences. Et l'industrie publicitaire commence à peine à s'approprier ces découvertes. Je veux vendre une voiture et en vanter les mérites. Prenons une publicité qui a bien fonctionné en Allemagne. La voiture est placée au premier plan, garée en diagonale. C'est très dynamique. Elle dégage une impression de puissance. Eh bien, exactement la même image a été diffusée au Japon et en Chine. Ça a été un échec complet. Pourquoi? Parce que là-bas, le produit doit toujours être montré dans un contexte. Une rangée de maisons ou une scène de rue. Il faut qu'il y ait un cadre dans lequel le sujet s'intègre. Il y a quelques années encore, regarder à l'intérieur du cerveau du consommateur avait tout du divertissement scientifique pratiqué par une poignée d'entreprises un peu plus curieuses que la moyenne. Mais il est aujourd'hui à peu près certain que toutes les grandes entreprises mondiales se servent des acquis récents de la neuroscience. Pas sûr que ce spot ait fonctionné au Japon. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? D'où viennent ces différences culturelles? Nous en savons déjà un peu plus aujourd'hui. Regardons par exemple comment une mère et son enfant abordent un jouet. La mère allemande dira « ceci est un nounours » en pointant l'objet, le produit en quelque sorte. Elle explique tout, nomme les éléments, le nez, la jambe, elle lui donne un nom. Pour la mère japonaise, le nounours n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour construire un échange social. Il est complètement intégré à une situation d'ensemble. Il ne s'en détache pas et n'est pas identifié en tant qu'objet. Nous commençons à comprendre les différences culturelles. Nous sommes en train de mesurer les effets des marques et nous avons découvert les réseaux cérébraux qui participent aux mécanismes de décision. Nous avons beaucoup progressé dans notre voyage au centre de la boîte noire. Mais où cela va-t-il nous mener? Le consommateur transparent est-il déjà une réalité? Scanné, mis à nu et manipulable par les neurosciences. Retour aux États-Unis. Ici, sur la côte ouest, les travaux d'une jeune chercheuse allemande ont une portée très pratique. Ilke Plassmann travaille à la croisée de l'économie et du marketing. Sa problématique, comment le prix influence-t-il notre appréciation d'un produit? Mise en pratique avec une dégustation de vin californien. À l'aide de l'IRM, la scientifique veut savoir si le prix d'un vin influence le plaisir que nous ressentons au moment de sa consommation. Un système de tuyaux et de pompes lui permet de proposer différents vins aux volontaires qui participent à l'expérience. Pendant que la personne boit, Ilke Plassmann surveille les images du scanner pour localiser les aires d'activité du cerveau. C'est presque fini. Il y en a encore pour une petite minute. Après ça, on vous libère, d'accord? Avant chaque dégustation, le prix du vin est communiqué au sujet. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'une seule et même bouteille se cache derrière les différents échantillons. En croyant déguster un vin à 90 $, le sujet boira en fait le vin d'une bouteille à 5 $ qu'il aura déjà goûté. Que va-t-il se passer? Le prix peut-il à lui seul changer la sensation de plaisir? Le vin bon marché est-il meilleur quand le goûteur le croit plus cher?
Le prix provoque une attente par rapport au goût. Et au final, je ne vais pas seulement penser que le vin est meilleur, je vais même ressentir qu'il est meilleur. Le prix a réellement modifié la sensation de goût. Les méthodes traditionnelles de marketing, comme les sondages par exemple, n'auraient jamais pu montrer cette réalité. Mais l'observation du cerveau est réputée infaillible. L'IRM montre incontestablement l'influence directe du prix sur le système de récompense et ouvre ainsi de toutes nouvelles perspectives de marketing. Les soldes sont un autre terrain de prédilection de la recherche appliquée. Rien ne vaut une affiche tape à l'œil pour ensorceler et attirer la plupart des consommateurs. À Bonn, Bernd Weber, spécialiste de l'épilepsie, se consacre à l'étude du mode de fonctionnement des annonces de soldes. La neuroéconomie constitue pour lui un moyen de mieux comprendre et de démontrer certains processus fondamentaux du cerveau. Nous avons constaté chez les sujets à qui nous avons montré ces signes une réduction de l'activité d'une partie du cerveau. Il s'agit de la zone qui est en rapport avec le questionnement sur nos propres comportements. Ce qui voudrait dire que les sujets réfléchissent moins à leurs décisions quand ils voient des affiches de soldes. Mais nous avons aussi constaté une augmentation de l'activité dans les zones du cerveau liées à l'attente de récompense. Les rabais provoqueraient donc une attente de récompense due au fait qu'on espère faire une bonne affaire. La marchandise représente le plaisir, alors que son coût représente la punition. En une fraction de seconde, le système de récompense soupèse ainsi le pour et le contre. Le plaisir que va me procurer cet achat sera-t-il plus important que la punition entraînée par son coût? Le facteur temps entre également dans le calcul. À quel moment vont se matérialiser le plaisir et la punition? Quelles sont les attentes de plaisir et quelles sont les attentes de punition? Vous connaissez le proverbe « Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». C'est très cliché, mais ça se vérifie. Un plaisir immédiat, c'est un plaisir qu'on ne peut plus m'enlever, même s'il est limité. Mais un plaisir plus lointain, pour lequel je vais peut-être devoir fournir des efforts, a beau être plus important, son impact sera plus faible. C'est pour ça que les gens consomment frénétiquement, même s'ils savent que leur compte en banque le leur interdit. La consommation effrénée libère des opiacés endogènes. Et à cet instant précis, on se sent incroyablement bien. On consulte son compte seulement quelques jours plus tard, et les conséquences se feront peut-être sentir un an après. Elles peuvent d'ailleurs être extrêmement désagréables. Mais dans le moment présent, et même si c'est variable d'un individu à un autre, ça n'a aucune importance. Pour le moment, il est encore impossible d'expliquer nos mécanismes de décision en détail. Mais supposons qu'il soit un jour possible de décortiquer tous les composants de notre orchestre cérébral. Qu'en sera-t-il de notre indépendance? Notre cerveau pourra-t-il être influencé de manière ciblée par une source extérieure? Le marketing et la publicité pourront-ils nous manipuler à leur guise, parce que les boutons émotionnels qui nous poussent à l'achat auront été localisés? L'homme en vert, l'homme transparent, deviendra-t-il réalité? Un instrument docile livré aux sirènes de l'industrie des biens de consommation? Le consommateur détient le pouvoir. Nous détenons le pouvoir, et pas l'industrie. Tout ce que l'industrie peut faire, c'est essayer de mieux comprendre ce que nous voulons, parce que nous n'arrivons pas à l'exprimer par nous-mêmes. C'est pour ça que la publicité nous agace. C'est pour ça que 9 produits sur 10 n'ont pas de succès. Les entreprises font des pertes énormes. Elles n'arrivent même pas à nous manipuler. Elles en sont encore à désespérément essayer de comprendre ce que nous voulons vraiment. Vous croyez que ça les amuse de fabriquer tous ces produits que personne n'achète? Elles rêveraient de coller plus près à nos envies. Jusqu'à présent, le marketing n'a que très partiellement su déchiffrer nos désirs. Les secrets de notre boîte noire se sont toujours dérobés à son regard. Mais les nouvelles méthodes peuvent maintenant en éclairer les moindres recoins. Jusqu'à présent, l'état de la recherche permettait d'expliquer 50% de notre comportement d'achat. Les dernières avancées ont fait passer ce taux à 55-60%. Cela va se développer au fur et à mesure, jusqu'au jour où nous serons en mesure de connaître à 100% le comportement des consommateurs. Mais la connaissance exhaustive de notre comportement est-elle synonyme de manipulation illimitée? Le marketing va-t-il diriger nos vies sans que nous nous en rendions compte?
À partir du moment où je sais par quel mécanisme le cerveau se décide pour tel ou tel comportement, j'aurai compris beaucoup de choses, peut-être même l'essentiel. Tout est là. Le cerveau doit décider, faire un choix entre A et B. Ça ne sert à rien de cogiter. Ce qui compte, c'est agir. Quand vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel du cerveau. Mais ça prendra peut-être encore 20 ou 30 ans. Et ça ne servira probablement pas immédiatement à influencer le comportement des gens. Comprendre le fonctionnement du cerveau humain ne veut absolument pas dire que vous pouvez le diriger. La science affirme que l'homme télécommandé n'est pas à l'ordre du jour. Il y a 50 ans, James Vickery n'avait pas réussi à manipuler les spectateurs à l'aide de son projecteur. Aujourd'hui, il est tout aussi impossible d'intervenir directement sur les décisions humaines à l'aide des neurosciences. Les mécanismes de notre cerveau sont tellement complexes que l'on n'arrivera certainement jamais à les comprendre au point de pousser quelqu'un à l'achat d'une chose qu'il ne désire pas vraiment. Je ne pense pas que ce soit aussi simple. Notre cerveau est trop complexe, même s'il ne faut jamais dire jamais. Personne ne peut prédire quelles seront les méthodes dans 50 ans. Mais je ne pense vraiment pas que l'on pourra manipuler un consommateur de façon à ce qu'il prenne des décisions qu'il n'aurait pas voulu de lui-même. En tout cas, pas plus que ne le fait déjà le marketing actuel. La manipulation du consommateur semble donc exclue. Mais on peut se demander ce qui se passera le jour où les clients potentiels seront connus dans les moindres détails. Notre voyage au centre du cerveau se poursuit. Bernd Weber attend beaucoup de la recherche sur l'épilepsie, dont le potentiel est fascinant. Le grand intérêt de la recherche sur l'épilepsie est qu'elle permet d'ouvrir, grâce à la diagnose du patient, une fenêtre relativement unique sur le cerveau. Il est parfois nécessaire d'implanter des électrodes dans le cerveau du malade pour déterminer les origines de l'épilepsie. En neurosciences, vous ne disposez pas de cet accès. Ici, vous pouvez effectivement mesurer l'activité du cerveau humain. Du coup, il a toujours été possible d'examiner les fonctions cognitives d'un patient atteint d'épilepsie, ce qui n'était pas possible ailleurs. À Berlin, le médecin Hauke Ekeren travaille à une deuxième méthode innovatrice en associant neurosciences et génétique. La génétique programme tous les processus métaboliques de notre corps, y compris ceux du cerveau. Ce qui a mené le docteur Ekeren à se poser la question suivante. Peut-on constater des différences de comportement attribuables aux différences génétiques? Lui aussi mesure les ondes cérébrales pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur du cerveau au moment de la décision. Ses recherches portent plus particulièrement sur la gérontologie. Avec l'âge, beaucoup de processus changent à l'intérieur du corps. Des changements également conditionnés par le patrimoine génétique. La combinaison entre neurosciences et génétique pourrait offrir de nouvelles explications au sujet des différences de comportement entre personnes âgées et jeunes. Dans cette optique, Hauke Ekeren a étudié la manière dont jeunes et moins jeunes gèrent leurs placements financiers. Les gens sont de plus en plus nombreux à devoir préparer eux-mêmes leur retraite. En conséquence, ils sont obligés de faire certains choix de placement. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans un plan par capitalisation individuelle, dans des valeurs à revenus fixes ou des comptes d'épargne? Aujourd'hui, nous comprenons assez bien ce type de comportement chez les jeunes. Cela nous offre de nouvelles perspectives pour comprendre les différences entre les mécanismes de décision d'une tranche d'âge à l'autre. Aux États-Unis, Ilke Plasman et son équipe travaillent sur une troisième méthode plutôt impressionnante. À l'aide d'un champ magnétique, une zone spécifique du cerveau est mise hors service pendant quelques minutes. Le sujet est ensuite soumis à une série de tests de décision. Les écarts de comportement au moment de la prise de décision signalent alors de quelle tâche précise est chargée la zone endormie.
Quelle sera la prochaine étape après l'enregistrement des rythmes cérébraux, la neurogénétique et les stimulations magnétiques? De quoi peuvent encore rêver les scientifiques? Je vois deux choses. La multiplication des instruments de mesure dans des domaines complexes comme l'imagerie cérébrale et leur portabilité, de façon à pouvoir sortir des laboratoires pour observer les sujets dans leur environnement naturel. Cela pourrait d'ailleurs être très utile pour les études interculturelles. Les anthropologues pourraient par exemple se rendre dans des communautés reculées pour étudier la nature humaine non polluée par la télévision ou les jeux vidéo. Et pour mener ce genre d'études, il faut amener les instruments sur place. Je pense que ce serait tout à fait passionnant. Quelles que soient les barrières technologiques, un jour, les scientifiques parviendront à déchiffrer entièrement la boîte noire du cerveau. Nous serons alors en mesure de mieux comprendre nos décisions. Mais surtout, l'image de l'être humain va radicalement changer. L'Homo economicus, l'homme purement rationnel, a fait son temps. Qui prendra sa place? On peut comprendre la neuroéconomie comme une tentative de révision fondamentale de l'image de l'homme économique, de façon à ce qu'elle corresponde mieux au modèle biologique. Il faut avoir à l'esprit que le modèle de l'Homo economicus, avec ses choix rationnels, sa prise en compte de tous les paramètres, sa patience et sa force de volonté, se limite en fait à des personnes qui ont eu le temps d'apprendre et de développer leur cerveau. Mais le monde économique est aussi peuplé d'enfants, de mères adolescentes, de gens en colère qui ne contrôlent pas leurs émotions. Le modèle que nous essayons de développer en neuroéconomie permettrait d'expliquer tous ces comportements-là. Les cerveaux ne sont pas développés de la même manière d'un âge à un autre, et l'expérience change la mémoire et la façon dont les hommes font des choix. Pour nous, consommateurs, ce nouveau modèle biologique est aussi une chance. Quand nous comprendrons mieux le mécanisme de nos décisions, nous pourrons peut-être mieux contrôler nos comportements d'achat. Quand nous saurons ce qui se trame dans notre boîte noire à l'heure des emplettes, peut-être serons-nous mieux armés contre les tentations de la société de consommation. Nous déciderons alors plus librement si nous voulons acheter quelque chose ou pas. Rien que pour cela, il est important de suivre avec la plus grande attention les progrès de la neuroéconomie. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez frappant. C'est un hasard d'ailleurs, hein, mais c'est un hasard étonnant quand même. C'est qu'en 2008, s'est effondré ce qui a commencé en 1908. Je veux dire par là que 1908, c'est la production d'un nouveau modèle industriel. C'est la Ford T, qui a été la mise en œuvre d'une rupture radicale d'ailleurs avec le 19e siècle, qui a été le début de ce que nous avons vécu au XXe siècle. Le XIXe siècle, ça a été le siècle du productivisme industriel, l'invention du machinisme industriel et des nouveaux modes de production avec des gains de productivité extraordinaires, mais qui, Marx l'annonçait en 1867, allait buter contre une limite, ce qu'on a appelé la baisse essentielle du taux de profit. Cette limite, elle est réelle, c'est une tendance d'ailleurs, ça n'est qu'une tendance, mais cette tendance s'est exprimée sans aucun doute à la fin du XIXe siècle. Mais le Fordisme, avec un modèle qui n'est pas simplement un nouveau modèle de production, mais un modèle de distribution et de consommation qui était absolument inconcevable au XIXe siècle, a inventé un nouveau mode de vie qu'ensuite on a appelé le mode de vie américain et qui s'est mondialisé pendant 100 ans, qui a été producteur d'ailleurs d'une extraordinaire prospérité. Et ça, pour vous, ça s'est effondré? Oui, je suis convaincu que, vous savez bien que le 10 octobre 2008, General Motors a perdu 33% de sa valeur en une seule journée. Vous savez bien que les trois grands producteurs d'automobiles
de Detroit sont en faillite. On a dit, en 2007, je me souviens, un économiste écrivait dans le journal Le Monde que cette crise n'avait pas grande importance, elle n'avait aucun rapport avec 1929, etc. On s'est ensuite aperçu que finalement, elle avait sur le plan financier, on a appelé ça la crise systémique, que le système financier était en train de s'effondrer. Et puis on a essayé de dire que ce n'était qu'un problème de finance. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Beaucoup plus profond que ça. C'est un modèle industriel en entier qui est en train de changer. C'est le modèle du consumérisme dans lequel nous avons vécu pendant 100 ans, et qui rencontre, selon moi, 3 limites. À nouveau, la baisse tendancielle du taux de profit. D'autre part, la destruction du désir, parce que l'exploitation, la captation de l'attention des consommateurs, parce que le prix, enfin la condition pour que la production automobile et ensuite toute la production industrielle qui a été mise en œuvre par Ford fonctionnât, c'était que les masses de consommateurs adoptent des modes de vie qu'il fallait changer en permanence avec l'innovation et surtout le marketing, les médias de masse, les industries culturelles. Ce modèle a reposé sur la captation de l'attention des individus. Et cette captation de l'attention a fini par détruire cette attention. Moi, j'ai beaucoup souligné ces dernières années la croissance et la corrélation que font maintenant, de manière très massive, beaucoup d'universitaires américains, entre, d'un côté, la captation de l'attention, surtout des enfants, et d'autre part, la croissance du déficit attentionnel, qui est une pathologie, aux États-Unis en particulier, extrêmement développée. Il y a une troisième limite qui est apparue tout récemment, qui est ce que déjà le rapport Halte à la croissance pointait, ce que René Passet avait décrit dans L'économique et le vivant, qu'il appelait les passages aux limites, c'est-à-dire le moment où le système, pour se développer, est obligé de ruiner ses propres conditions de possibilité. C'est ce qu'on appelle aussi maintenant en économie les externalités négatives. Et la combinaison de ces trois facteurs est en train de, effectivement, bloquer tout le système dans lequel nous avons vécu, et nous devons sortir du consumérisme. C'est une évidence aujourd'hui largement reconnue. Oui, on peut à la fois être d'accord, mais en même temps souligner une chose, c'est qu'il faut trouver une façon de parler des rythmes et des cycles de l'effondrement. Là, vous insistez sur le fait qu'on change de mode de production, qu'on change de mode de consommation. Mais au fond, la réflexion sur l'effondrement du Fordisme, c'est quelque chose qui est dans l'air depuis une vingtaine d'années. Depuis le milieu des années 70, on dit que le travail du capitalisme, ce n'est pas simplement le travail à la chaîne, ça devient un nouveau rapport au travail. La consommation, ça n'est plus simplement la consommation de masse classique. Et donc, quand on parle de l'effondrement, pour moi, la difficulté et le problème essentiel, c'est d'essayer de comprendre comment s'articulent des grands cycles très longs. Et au fond, cette fin du Fordisme, c'est un cycle presque centenaire, avec des cycles beaucoup plus courts. Parce que la crise financière qu'on a vécue, c'est une crise financière qui a une durée de vie et un cycle beaucoup plus court. C'est tout de même cet écart qu'il y a entre l'économie réelle et l'économie financière, ces nouveaux produits financiers très sophistiqués, c'est quelque chose qui se met en place, disons, à la fin des années 80, pour faire vite, et qui s'accélère. Et au fond, pour l'historien, la difficulté, c'est un petit peu ça, c'est de savoir comment analyser ce rapport entre des cycles courts qui peuvent être catastrophiques, et effectivement la crise est catastrophique, et comprendre qu'au fond, peut-être ce qui est le plus important, ce sont ces grands cycles longs, ces grandes vagues de fond. Parce qu'effectivement, on voit bien que si on regarde les choses, je dirais, sur la très longue durée, effectivement, ce qui compte, ce sont ces lents changements du mode de production, ce sont ces lents changements de la mondialisation. Et il y a déjà eu, à la fin du 19e siècle, une première grande mondialisation qui s'est arrêtée. Il ne faut pas oublier qu'entre 1880 et 1914, il y a eu en Europe 35 millions de personnes qui se sont déplacées, qui ont changé de pays. Il ne faut pas oublier qu'en 1914, à la veille de la guerre, la moitié du capital français était exporté à l'étranger. Les fameux emprunts russes n'en sont qu'un exemple parmi d'autres. Et je trouve pour moi que c'est ça la difficulté. Vous insistez sur ces cycles de fond, et moi je pense que c'est les plus importants. Et qu'au fond, la crise financière immédiate ne doit pas cacher cette forêt qui sont ces mouvements profonds qui concernent le mode de production, le rapport, la psychologie des sociétés au fond. Et puis c'est ce rapport à l'internationalisation. Et en mettant trop l'accent peut-être simplement sur, je dirais, les cours de bourse qui chutent ou les difficultés financières, on oublie au fond
que le problème, ce n'est pas simplement la crise immédiate, même si elle est fondamentale et qui a ses effets de domino, mais que le problème fondamental, ce sont ces grandes mutations, je dirais, de l'âme de fond. Chantal Delsol. Je ne parlerai pas d'économie parce que ce n'est pas mon domaine et je ne suis pas compétente là-dessus. Mais l'effondrement est plus vaste que ça. Il y a une sorte d'effondrement psychologique. Enfin, on a l'impression qu'on a un nuage noir au-dessus de nous. Quelque chose va éclater, on ne sait pas quoi. Quelque chose nous attend. C'est l'image du destin. Le destin, c'est une histoire qui nous attend. Il y a une histoire qui nous attend, c'est pas laquelle. Et on sait qu'elle ne va pas être très agréable. On a ce sentiment. Alors, de quel effondrement s'agit-il à côté de l'économie ou au-delà, je ne sais pas. Et peut-être plutôt le signe d'un effondrement qui, en réalité, s'est déjà produit, mais dont nous n'avions pas encore véritablement conscience, l'effondrement du mythe du progrès. On a cru pendant très longtemps que tout irait en s'accroissant tout le temps, que ce soit les richesses ou autre chose, mais finalement, il s'agit de richesses matérielles parce que nous sommes matérialistes, que le confort s'accroîtrait sans cesse, que les pays pauvres deviendraient de moins en moins pauvres, que les classes sociales continueraient à monter. Mon arrière-grand-père était garde-barrière, mon père était professeur, et puis mon fils. Mais non, ça ne marche plus comme ça, et finalement ça n'a jamais été vrai, mais c'est un peu un mythe qui s'effondre. Pour moi, c'est le mythe du progrès qui marque son effondrement plutôt. Et pour vous, Michel Onfray, alors qu'est-ce qui s'est effondré là? Si quelque chose s'est effondré? Non, je ne crois pas que les choses s'effondrent, je crois qu'elles s'effritent. Et qu'il faudrait peut-être moins d'analyses micrologiques, encore que je consens aux analyses micrologiques qui ont pu être faites. Mais je crois qu'il y a eu la naissance de l'Occident avec la christianisation, l'Empire, Constantin au IVe siècle, et que la fin s'est faite avec la Révolution française. Et quand on est dans des perspectives un peu plus vastes, je dirais quand on est sur les longues durées auxquelles nous invite Braudel, on conçoit que c'est probablement la fin de l'Occident. Donc il y a eu un moment de montée qui fait que de la naissance hypothétique d'un Jésus hypothétique jusqu'à la conversion d'un Constantin, il y a un moment particulier. C'est la fin de l'Empire romain, c'est le début de l'Empire chrétien. Je pense que la fin de l'Occident et de l'occidentalisation s'est faite à partir de la Révolution française, de la déchristianisation, et que depuis, on est sur une espèce de descente. Donc il y a des moments comme cela, avec des moments de métamorphose du capitalisme. On est dedans. Je pense qu'il va falloir faire un trait là-dessus. L'Europe s'est terminée. L'Occident s'est terminé aussi. On sait bien que l'Amérique vit à crédit. Elle vit à crédit. Et le crédit de l'Amérique n'est possible que parce que la Chine, par exemple, soutient. Le jour où l'Asie ne soutient